Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour On vous donne la parole sur Studio Qualita, l'émission qui donne la parole à ses auditeurs. C'est très simple pour participer à cette émission. Il suffit de nous appeler, nous joindre sur notre boîte vocale 050 430 80 20, nous laisser un message avec vos noms, prénoms, coordonnées, numéro de téléphone, etc., etc. Et nous vous rappelons et puis nous vous vous passer à l'antenne tout simplement en toute liberté pour parler des sujets qui vous tiennent à cœur. Alors dans cette émission, nous allons parler aujourd'hui des sujets de l'actualité et nous allons commencer immédiatement avec notre premier auditeur, Dan Israël. Bonjour Boker Tov Dan. Oui, bonjour Boker Tov. Heureux de vous retrouver pour cette émission. Et on va parler avec vous, Dan, des déclarations qui ont été faites et qui ont été très entendues dans le monde et qui ont eu beaucoup de répercussions. C'est les déclarations du président américain Donald Trump sur Jérusalem. Vous avez des choses à nous dire sur ça? Oui, tout à fait. Alors, concernant Israël, en fait, on est tellement habitué à ce que rien ne se passe normalement que finalement, plus rien ne nous choque. Quand on y réfléchit 2 secondes, on s'aperçoit que la réaction hystérique du monde face à la déclaration de Trump concernant Jérusalem est complètement, à mon avis, démesurée, irrationnelle et ubuesque. Faut bien avoir conscience qu'au moment même où je suis en train de parler, actuellement, des êtres humains sont vendus comme esclaves sur les marchés en Libye. Des exodes massifs de population continuent à affluer vers l'Europe pour fuir les combats en Syrie. Comme le rappelait très justement notre ambassadeur d'Israël à l'ONU, des Yazidis, des Kurdes, des chrétiens et même des musulmans sont opprimés, exécutés et chassés par des extrémistes au rythme d'environ 1000 personnes par mois. Il y a aussi, et bien sûr, la course vers la bombe atomique à laquelle se livre l'Iran, qui est sans doute un problème pour Israël, pour les sunnites, mais aussi très certainement pour les pays européens, tels que la France. Et je ne parle même pas, évidemment, des Tibétains, dont tout le monde se fout. Ils continuent à être envahis, écrasés, opprimés par la Chine, mais personne n'en parle. En gros, actuellement, le monde croule sous des dossiers urgentissimes à régler, des vrais dossiers, des vrais problèmes. Et de quoi tout le monde parle? Pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU, la Ligue arabe, etc. se réunissent en urgence? Qu'est-ce qui fait les gros titres de nos journaux télé juste après la mort de Johnny Hallyday? Je parle pour la France, bien sûr. C'est Donald Trump qui déclare que Jérusalem est la capitale d'Israël. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on vit dans un monde complètement fou. Alors comment vous l'expliquez justement, Dan, ce fait qu'il y a tant de choses qui se passent dans le monde, tant de malheurs, tant de guerres, etc. Et ce qui intéresse la presse, qui intéresse même les hommes politiques, puisqu'on a eu des déclarations du président français et des ministres des Affaires étrangères européens, c'est Jérusalem. Comment vous l'expliquez? Alors, je vais vous décevoir. Je n'ai pas d'explication rationnelle. La question reste ouverte. Donc, si quelqu'un a la réponse... 050 430 80 20. Voilà. Vous allez sûrement avoir des rabbins qui vont vous appeler et qui vont vous donner des réponses. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, quand on y réfléchit, si vous voulez, c'est d'autant plus fou qu'en fait, quand on reprend la déclaration de Donald Trump, les USA n'ont fait qu'exprimer une position qui est propre, qui leur est propre. Ils ont, si vous voulez, existe déjà depuis longtemps. Oui, bien sûr, les USA sont un pays indépendant. Ils devraient donc pouvoir exprimer librement un avis sur telle ou telle question. De même qu'un des fondements de la démocratie est la liberté d'expression pour les individus, on devrait aussi accepter que les pays aient une liberté d'expression. D'autant plus que, en réalité, la déclaration de Donald Trump n'engage en rien la position de la France
ou d'autres concernant le statut de Jérusalem. Même pas les protagonistes eux-mêmes, ils ne sont pas engagés par ça. Quand vous réécoutez sa déclaration, il dit bien que les frontières pourront être renégociées, pourront évoluer dans le cadre d'un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Donc c'est complètement fou. Il y a des choses gravissimes qui se passent actuellement et le monde est polarisé sur Jérusalem et nous en tant que juifs, on est tellement habitués à ce que tout ce qui touche au destin d'Israël, tout ce qui touche au destin des juifs, c'est complètement fou, ça sort complètement de toute explication cohérente et rationnelle, que nous on trouve ça normal. Je veux dire, là le monde entier, c'est rien, Jérusalem sont que quelques kilomètres carrés, je veux dire, par rapport aux enjeux qui sont... j'ai parlé de la bombe atomique de l'Iran, mais ça, c'est quelque chose de terrible qui nous pend au nez. Et on parle que de Jérusalem. J'ai pas la réponse. Je suis désolé, j'ai pas la réponse, j'ai juste la question. Vous avez la question et donc pas de réponse. En tout cas, par rapport à ça et par rapport un peu à ce que vous dites, quelle doit être la réaction israélienne face à cette position, puisque, comme vous le dites, de toutes les manières, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Israël va être accusé, ou lorsqu'on va parler de Jérusalem, on va le mettre en premier titre dans les journaux ou dans les éditions de la télévision. Donc en fait, Israël n'a pratiquement pas la possibilité de réagir face à ce déferlement médiatique. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, moi je trouve que les événements auxquels on assiste actuellement sont symptomatiques d'un monde qui est en train de changer, d'un monde qui est en train de bouger. Si vous regardez le destin de l'État juif, des Juifs plutôt, avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'il y a une rupture évidente. Et depuis quelque temps, on sent que les lignes sont en train de bouger. Dans quel sens ? On sent que des pays, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que on sent que des pays se rapprochent d'Israël, on sent que certains pays d'Afrique, par exemple, s'ouvrent à Israël, l'Inde s'intéresse à Israël, notamment, bien sûr, il s'est intéressé, puisqu'on sait tous qu'Israël est leader en matière de technologie, de high-tech, mais si vous voulez, j'ai l'impression qu'on vit... alors, je suis plutôt positif, parce que je pense que ça va dans le bon sens, et que ces surréactions par rapport à cette reconnaissance de Jérusalem, ce sont les soubresauts d'un ancien monde qui ne reconnaît pas cette évolution, mais je pense qu'on va dans le bon sens. Je suis quasiment certain de ça. Bon, bah écoutez, c'est sur ces paroles optimistes qu'on va se quitter. Merci Dan d'avoir participé à cette émission et de nous avoir apporté votre témoignage. Merci à vous. Merci, bonne journée Dan. 050 430 80 20, c'est le numéro de téléphone de la boîte vocale pour vous aussi, si vous voulez participer à cette émission. On vous donne la parole, donc tous les mercredis sur Studio Qualita. Tous les sujets que vous voulez aborder, que ce soit des sujets d'actualité, d'intégration, même des sujets qui n'ont pas un rapport avec ni l'actualité, mais des sujets que vous avez envie de partager avec nous. C'est le but de cette émission, de nous faire partager vos idées et vos positions par rapport à tous ces sujets. Et un autre auditeur est avec nous à présent qui veut aussi parler de Donald Trump, puisque c'est vraiment le sujet d'actualité qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, que ce soit bien entendu dans l'actualité ici en Israël ou dans le reste du monde. Et nous avons en ligne Serge Fati. Oui, bonjour Olivier. Bonjour Serge, merci d'être avec nous. Vous êtes de Netanya, si je ne me trompe pas, Serge? Non, de Tel Aviv. Tel Aviv, très bien. Tel Aviv, donc, et vous avez suivi avec aussi beaucoup d'intérêt les déclarations de Donald Trump, du président américain. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ce que j'en pense, c'est que je trouve très, très intelligent le fait que Donald Trump veuille, au bout de plusieurs dizaines d'années, complètement changer le processus, un processus qui dure depuis des dizaines d'années, qui n'a rien donné. Il a enfin pris une option qui vient contrecarrer pratiquement toutes les négociations qui ont été menées jusqu'à présent et qui n'ont rien donné. Déjà, je trouve ça très intelligent et prometteur.
Je ne pense pas que cette affaire ait été réglée sur un discours impromptu. Je pense que tout a été préparé, que nous avons affaire à une scène internationale actuellement. Chacun tient son rôle. Les négociateurs au Proche-Orient ont dû préparer cette déclaration de Donald Trump. C'est-à-dire que vous pensez que c'est un processus qui a pris du temps, qui a demandé beaucoup de négociations, peut-être même des pressions de la part d'Israël? Non, je pense qu'Israël, bien sûr, attendait une déclaration de ce sens depuis longtemps, mais je pense que les négociateurs américains qui tournent au Proche-Orient depuis l'élection de Donald Trump ont dû préparer cette déclaration. Ils s'attendaient pratiquement à toutes les réactions, que ce soit celle de Abbas, du monde arabe, même de l'Arabie saoudite, qui était dans le secret, bien sûr. D'ailleurs, on voit très très bien que les réactions ne sont pas virulentes du tout. Elles ne sont virulentes que là où on ne les attendait pas, en Europe, comme toujours. Mais du côté des Palestiniens et des Arabes israéliens aussi, vous avez l'impression que c'est plutôt calme, même s'il y a eu quelques manifestations, il y a eu des tensions. Vous estimez que c'est quand même assez léger? C'est le minimum syndical. C'est-à-dire que vous voyez bien que, à part quelques centaines de manifestants, ça n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé précédemment. Même la réaction d'Abbas, qui n'a rien fait pour envenimer les choses, est claire à ce sujet. Je pense que ces soubresauts étaient attendus et que tout va rentrer dans l'ordre. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que le vice-président américain, après le discours de Trump, s'est permis de vouloir, quelques jours après, venir dans la région et rencontrer, comme si de rien n'était, M. Abbas. Ça, c'était peut-être pas prévu aussi vite. Abbas a dû lui dire, écoutez, je veux bien, vous êtes gentil, mais laissez un petit peu de temps quand même pour ne pas montrer que nous étions quand même d'accord sur le fait qu'il fallait bouger les choses. Je pense que tout le monde est d'accord sur cette affaire. Ça veut dire qu'en fait, à vos yeux, Jérusalem n'est pas tellement un sujet qui passionne en fait les populations arabes aujourd'hui? Non, je pense que les populations musulmanes déjà sont très très virulentes. On s'y attendait. Mais dans le monde arabe actuellement, surtout le monde sunnite, avec les nouvelles alliances officieuses qui se profilent au Proche-Orient par rapport à la situation qui se profile avec l'Iran, avec les chiites, donc ça devient un peu moins important. Je ne pensais pas que le problème de Jérusalem aurait fait si peu de bruit au Proche-Orient. On voit bien que toutes les réactions virulentes ne sont venues que de l'extérieur, des gens qui veulent se faire maintenir au pouvoir en mettant Israël au centre de leur discours, comme Erdogan ou les Iraniens, voire même certains pays européens qui commencent à être complètement gangrénés par l'islamisme radical. Je peux parler notamment de la Suède. Donc, à part tous ces régimes, je trouve que dans la région, les réactions, somme toute, ont été très, très... Et vous avez été surpris par les réactions, en particulier du président français, Emmanuel Macron, qui a vraiment contrecarré la déclaration du président Trump? Moi, je ne suis jamais surpris par la France quand ça concerne Israël. Ça fait très très longtemps que je dis que la France n'est pas intéressée, à prime abord, par la paix au Proche-Orient. Elle est très intéressée d'avoir encore ce conflit parce que et je comprends très très bien, hein, je suis aussi français, je comprends très très bien que la France veuille penser à son commerce extérieur. Imaginez la France prenant la position d'un Donald Trump ou des États-Unis depuis 50 ans. Je pense que les contrats avec les pays arabes
il aurait fallu mettre une croix dessus. Et s'il aurait fallu mettre une croix dessus, imaginez un petit peu la balance du commerce extérieur française, dans quel état elle se trouverait. Déjà, avec tout ce qu'elle fait, avec les milliards de dollars de commandes pris au Qatar et dans tous les pays du Golfe, imaginez un peu ce que serait la balance commerciale française si elle n'avait pas cette position. Donc je ne suis pas étonné du tout. Dieu merci, la France n'est pas le pion le plus important au Proche-Orient. Chacun joue son rôle. La France continue sa politique. Elle n'empêche pas trop les Israéliens dans ses réactions à tous les niveaux. La preuve, la réunion hier à Paris, c'était assez cool. Bon, chacun a ses positions, chacun se parle franchement. Les Français comprennent Israël. Israël comprend la position de la France. Vous pensez ça, nous on pense ça. À part ça, faisons du commerce, faisons des relations les plus solides bilatérales, que ce soit à tous les niveaux. Et la vie continue. Alors, les seuls qui payent, c'est le peuple palestinien qui ne voit pas des pays développés en Europe commencer à revenir à la vérité, c'est-à-dire que Jérusalem a toujours été juive. Si tout le monde disait ça, comme avait le courage de le dire, avait la force, parce qu'il faut être fort pour dire ce qu'a dit Donald Trump, si tout le monde avait ce courage, ça fait très longtemps que la paix au Proche-Orient serait revenue. Mais comme il y a des gens qui sont en train de mener le peuple palestinien devant un vide, bien, ça continue. Les seuls qui souffrent actuellement sont les Palestiniens, ce ne sont pas les Français. Les Français vont souffrir un petit peu plus tard parce qu'ils n'ont pas compris que le conflit du Proche-Orient a une importance extraordinaire. Vous pensez qu'il va s'exporter? Non, il est exporté depuis très longtemps. On voit très bien que 500 000 morts en Syrie, ça ne fait pas bouger une personne en France, ça ne met personne dans la rue, alors qu'un blessé chez les Palestiniens, c'est tout de suite une émeute internationale, universelle. Alors, au vu, Serge, des réactions, comme vous avez dit, modérées ici en Israël des musulmans et des pays arabes, est-ce que vous pensez que d'autres pays vont suivre les États-Unis et vont aussi décider de transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël? Oui, je le pense. D'ailleurs, peut-être même des pays arabes avant les pays européens. Donc, on avait vu la délégation du Bahreïn venir en Israël en pleine affaire de Jérusalem. C'eût été impossible d'imaginer ça il y a quelque temps. Donc, la République tchèque, la Hongrie, les Philippines, le Guatemala, il y a pas mal de pays qui ont déjà, et au bout de 2 jours, je pense qu'à la longue, il y a des gens qui vont quand même et qui sont intéressés, qui n'ont aucun intérêt dans la région, vont certainement suivre Donald Trump et décider. Il y a des pays qui ont dit déjà que Jérusalem était la capitale d'Israël, même la Russie. Ils ont parlé de Jérusalem-Ouest. Bon, c'est incroyable d'ailleurs que personne ne parle de Jérusalem-Ouest, tout le monde parle de Jérusalem-Est, alors que depuis toujours, Jérusalem-Ouest a été la capitale d'Israël. C'est inadmissible le fait que ça n'ait pas été fait encore. À mon avis, je pense que les diplomates occidentaux préfèrent être à Jérusalem à Tel Aviv qu'à Jérusalem. Bon, ils ont la plage. C'est une autre question, ça. C'est ça qui joue aussi, peut-être. Comme vous aussi, Serge, vous avez choisi de vivre à Tel Aviv. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission et de nous avoir apporté ces informations importantes sur ce sujet et votre éclaircissement. Oui. Je voulais dire une chose qui est très importante. Allez-y. Je pense que Donald Trump a enlevé une épine du pied à Abbas. Il lui a rendu un très très grand service en lui imposant. Oui, plus qu'à Bibi. Le fait. Comment? Plus qu'à Bibi? Non, Bibi c'était acquis, mais en fait, Abbas n'aurait jamais pu accepter dans une négociation de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Le fait que les États-Unis, et après les États-Unis, d'autres pays vont le faire, il a enlevé une épine du pied à Abbas en déclarant unilatéralement que Jérusalem, pour les États-Unis, et les États-Unis c'est pratiquement la plus grande puissance mondiale, celle qui compte le plus, c'est énorme. En le faisant d'une manière unilatérale et en lui imposant que Jérusalem était la capitale d'Israël, Abbas n'a pratiquement plus le besoin, dans quelques négociations que ce soit, de dire j'accepte ou je n'accepte pas. C'est fait,
pour moi, les États-Unis, c'est plus grand que l'ONU, que l'UNESCO. Donc, pour Abbas, c'est un fait acquis pour Israël et pour le monde. Il le pense comme moi. Donc, dans n'importe quelle négociation maintenant, une fois ce problème posé et réglé, tous les autres problèmes vont pouvoir être réglés très facilement. Voilà. Donc, c'est une intervention. Merci de votre intervention très intéressante et qui nous a éclairé sur ce sujet qui passionne en tout cas beaucoup, comme on l'a dit, la presse un peu partout dans le monde. Merci beaucoup Serge Frati. À bientôt sur les ondes de Studio Qualita. Vous êtes toujours dans On vous donne la parole, émission des auditeurs sur Studio Qualita. Si vous aussi vous voulez réagir sur les sujets d'actualité comme Serge et comme Dan qui nous ont parlé de la réaction, de la déclaration de Donald Trump, et ils nous ont apporté leur éclaircissement et leur vision sur cette déclaration et sur cette décision américaine de reconnaître donc Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Eh bien, rien de plus simple. Vous nous appelez au 050 430 80 20. 050 430 80 20, c'est le numéro de téléphone de notre boîte vocale. Vous laissez un message, votre nom, votre prénom, et nous vous rappelons très rapidement. Et nous avons au téléphone Brigitte Barkatz. Bonjour. Bonjour Brigitte, merci d'être avec nous. Il faut dire, Brigitte, que vous êtes la première femme de cette émission. Oui, jusqu'à présent, on n'a eu que des hommes. Vous êtes la plus courageuse et vous êtes la première à participer à cette émission. Brigitte, merci d'être avec nous. Brigitte, vous voulez nous parler d'un sujet un peu différent des sujets que nous avons entendus jusqu'à présent, un sujet qui concerne l'intégration en Israël et plus exactement d'un métier particulier. Alors, de quoi vous voulez parler, Brigitte ? Alors d'abord, je voudrais remercier les studios Qualita parce que heureusement que vous existez, parce que les Français ont enfin la parole. C'est pas facile de se faire entendre. C'est pas forcément impossible, mais c'est pas facile. D'abord parce qu'on n'a pas de députés à la Knesset, il faut aussi le dire. Les Français sont un peu trop individualistes, donc c'est très difficile de réunir les Français vers quelque chose de commun. Chose que les autres savent faire, les autres populations savent mieux faire. Donc, mais ça change un peu quand même, Brigitte. Non, oui, ça change. Les mentalités changent un peu. Voilà, ça change un peu. Voilà. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on arrive à la Knesset, ça c'est sûr. Maintenant, moi je voulais parler de l'ostéopathie parce que c'est un métier qui est extrêmement bien connu en France, qui commence à être connu en Israël parce qu'il y a une école qui s'est ouverte il y a quelques années et qui commence à sortir des ostéopathes. Une école en Israël. Voilà, une école en Israël, à Wingate, à Tel Aviv, à Wingate, ça peut être Tel Aviv, voilà. Et comme moi j'ai un fils qui est ostéopathe, qui a fait son ALIA il y a moins d'1 an, qui a vendu son cabinet pour faire son ALIA, et il est sioniste, il a décidé de se réimplanter en Israël, donc il a redémarré à zéro. Il a un très beau cabinet à Tel Aviv, à Nachlat Beniamine. Voilà, il a des spécialités. Et je voulais parler un peu de ce métier qui est un peu méconnu en Israël parce qu'il est un peu... on connaît plus en Israël le nom de chiropracteur plutôt qu'ostéopathe. Alors, c'est quoi la différence ? Parlez-nous de ostéopathie. Qu'est-ce que fait un ostéopathe ? Et parlez-nous des différences qu'il existe. Alors, l'ostéopathie, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment très... En fait, il y a des frontières très, très faibles. C'est que les deux sont américains. Oui. Ils viennent du 19e siècle par le Dr Steele aux États-Unis. La chiropractie, pareil. Il y a quelques différences, mais c'est des différences de méthode et d'approche. C'est un bien-être, hein. Donc je vais vous lire quand même la définition de l'ostéopathe parce que je ne voudrais vraiment pas me tromper parce que je suis pas ostéopathe, mais mon fils est ostéopathe et j'adore l'ostéopathie. Ouais. Alors c'est une thérapeutique manuelle fondée sur des manipulations osseuses et musculaires. L'ostéopathie est une pratique exclusivement manuelle qui réduit en particulier le blocage articulaire du corps qui lui permettent de mieux fonctionner. Oui. Il agit en effet à partir du système musculo-squelettique sur les principaux organes du corps en utilisant des techniques de pression, d'élongation ou de torsion. Les meilleurs résultats sont obtenus sur les problèmes dysfonctionnels. Donc les douleurs. Il y a énormément, par exemple, de douleurs qu'on n'arrive pas à soigner par des médicaments ou par... Et eux arrivent
parce qu'ils vont plutôt aller à la source plutôt qu'à la cause, plutôt à la cause plutôt que à la conséquence. C'est-à-dire que si j'ai mal au coude, c'est pas parce que j'ai mal au coude que je dois saigner le coude, je dois saigner l'épaule. Vous voyez? Alors il y a plein de choses comme ça, les douleurs vertébrales, costales, articulaires. C'est ce qu'on appelle une médecine parallèle un peu? Alors c'est une médecine parallèle qui est très complète. Parce qu'elle touche vraiment tout ce qui est os, muscles et nerfs. Donc c'est 6 ans d'études. 6 ans d'études. Très poussé. Ah oui. Voilà, c'est très poussé. Ouais. C'est vraiment, c'est pas rien. C'est vraiment très très compliqué. Alors vous nous dites qu'en Israël, ce métier n'est pas très bien connu. Pourquoi? Parce que le mot, ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un ostéopathe. Par exemple, je vous donne quelque chose qui nous est arrivé. On était dans le cabinet de Benjamin et on était en train de se parler. Et tout d'un coup, il y avait des Israéliens qui étaient en train de lire ce qu'il avait marqué sur ses vitrines. Donc, il l'a fait en anglais et en français. Il doit le faire aussi en hébreu. Et il disait, on entend « Mazé ostéopathe ». Voilà, c'est vraiment... Voilà, ça vraiment, ça dit exactement ce que c'est. Les gens ne savent pas. Par contre, une fois qu'ils lisent et tout, ils disent, on peut venir pour les bébés, on peut venir pour... Voilà. Et, par exemple, Benjamin a d'excellents résultats sur les bébés, les femmes enceintes, bien sur les personnes âgées, les sportifs. Et je crois qu'il est le seul en Israël à faire les chiens. Les chiens? Ah ouais. Parce qu'il y a beaucoup de chiens, quand ils disent c'est malheureux, et ben ils ont mal au dos. Ils ont mal aux pattes et ils ont mal au dos. Voilà. Et justement, il doit un peu plus se faire connaître là-dessus, parce qu'il est le seul, je crois, là-dessus. Il y a par exemple en France des ostéopathes spécialisés sur les chevaux. Ça aussi, demain on en aura qui vont arriver. Il faut que l'ostéopathie soit mieux connue. Alors comment on fait en sorte que l'ostéopathie soit reconnue en Israël? Vous avez une idée? Déjà en parler comme on fait là en ce moment avec vous. Demain, si on a une émission spéciale ostéopathie, ce sera aussi très bien. Benjamin pourra très bien venir à Jérusalem, il n'y a aucun problème. Il adore son métier. Il a, par exemple, je vous donne une histoire encore, ça lui est arrivé plusieurs fois. Des mamans, des femmes qui sont mariées depuis pas mal de temps et qui ont du mal à avoir des enfants, alors que le médecin a dit vous avez tout pour être enceinte, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Et il les envoie d'eux-mêmes chez un ostéopathe, parce que l'ostéopathe va parler avec eux, et une fois qu'il a parlé avec eux, il va enlever les nœuds que la femme s'est faite. C'est un peu un psychologue aussi, alors, un ostéopathe. Il est obligé de passer par cette partie-là. D'ailleurs, il a des amis à qui il a aidé. La femme est enceinte maintenant depuis 5-6 mois. Et ça faisait 5 ans qu'elle n'arrivait pas à être enceinte. Alors, c'est pas un magicien. C'est une fois qu'un médecin a dit vous avez tout, mais c'est psychologique. C'est-à-dire que les deux ont perdu leur père, leur mère, dans un attentat. Les deux. Ce qui fait que ça a bloqué. Ça a fait des blocages. Ils avaient peur d'être parents. Donc lui, il a agi en fait sur les parties qui sentaient bloquées et qui les a ouvertes. Il a pu parler avec eux en même temps, les faire coïncider. Et voilà, le miracle est arrivé. Et ça, c'est magnifique. Alors, faut pas croire qu'il est, il n'est pas ni magicien, ni marabout, pas du tout, pas du tout. Il est vraiment sur le concret. Il travaille sur le concret réellement. Mais il n'y a rien de plus beau que ça. C'est d'y arriver. L'essentiel, c'est d'y arriver. Les bébés, pareil, quand on voyait un bébé chez un ostéopathe, mais franchement, c'est à filmer. C'est magnifique. Il est détendu, il est calme. On lui a enlevé tous ces blocages qui le font pleurer pendant des heures et des heures où la mère devient presque dépressive parce qu'elle se sent coupable de dire pourquoi, qu'est-ce qu'il a. Et en fait, il a juste été... parce qu'un accouchement, par exemple, c'est assez violent. Donc, quand on le tire dans tous les sens, le pauvre, quelquefois, il a des céphalées qui sont bloquées, il a une luxation, et en une séance, c'est fini. C'est fini. En tout cas, ça a l'air d'être un métier assez intéressant, en plus avec un rapport avec les personnes, donc c'est d'autant plus intéressant. Et donc, qui n'est pas assez connu, particulièrement du public israélien. Donc, il faudrait essayer de le faire connaître auprès des Israéliens. Donc, là aussi, peut-être une campagne ou parler dans les médias de ce métier. Je suppose que les Israéliens, en plus, sont friands de ce genre de médecine. Très friands. Quand ils connaissent, ils sont très friands. Ils viennent plusieurs fois. Peut-être au Wingate, puisque c'est une école maintenant israélienne.
peut-être Linguette devrait faire une campagne. Parce que ceux qui sortent sont dans le même cas. Encore, Benjamin, il a déjà 8 ans d'expérience. Donc, il travaille, par exemple, il a ouvert à Bacam et à Pétartikva, il a plusieurs jours où il pratique l'ostéopathie qui n'existait pas à cette époque-là. Il y a tellement de monde que même lui, il est épuisé. Il a besoin d'un ostéopathe aussi, lui aussi. Voilà, donc c'est parce que tout d'un coup, il découvre ce métier, il dit « Ah, magnifique, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal... » Les sportifs, par exemple, travailler avec des centres, je sais pas, pour les footballeurs, les rugbyman, où ils reçoivent énormément de chocs, un ostéopathe, c'est extraordinaire. Ça enlève toutes les tensions, tout ce qu'il peut y avoir, les traumatismes, tout ça. Donc voilà. Très bien, Brigitte. Écoutez, on aura le plaisir, je suppose, d'inviter votre fils Benjamin à parler de son métier encore avec plus. Plaisir. Et puis, on va essayer de faire connaître aussi de notre côté ce métier important donc qu'on a découvert avec vous, Brigitte. Vous êtes en Israël depuis longtemps? Non. Donc, l'intégration se passe bien. Moi, non. D'accord. Brigitte, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, dont on vous donne la parole. Et je vous souhaite Mazal Tov. Un grand Mazal Tov. Merci beaucoup, Brigitte. À bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. 050 430 80 20, 050 430 80 20, c'est le numéro de notre boîte postale. Nous allons accueillir dans un instant une autre auditrice, la dernière auditrice de cette émission. Et nous accueillons notre dernière auditrice dans on vous donne la parole sur Studio Kalita. Je vous rappelle, pour participer à l'émission, c'est très simple. Il suffit de nous appeler, de nous laisser un message sur le 050 430 80 20 avec votre nom et votre coordonnées. Et nous vous rappelons. Et nous avons en ligne à présent Barbara Veil pour nous parler d'un sujet qui me paraît très intéressant. Vous allez rendre hommage à 2 personnes, Barbara. Bonjour, Barbara Bokertov. Bonjour. Alors, vous voulez rendre hommage aujourd'hui à 2 personnes. Oui. Je veux rendre hommage à la fois à l'idole des jeunes et à l'idole des juifs. Alors, l'idole des jeunes, c'est Johnny, comme tout le monde sait, et l'idole des juifs, c'est Josie. Josie Eisenberg, bien sûr. Ils ont disparu à 2 jours de distance. Et bon, il y avait certains points communs entre eux, non seulement leur décès qui est tellement rapproché, mais même leur nom, Johnny, Josie, ça ressemble un petit peu. Et dans leur vie, ils avaient aussi des points communs. Alors, racontez-nous. D'abord, vous êtes une fan de Johnny? Ah oui, absolument. Comment vous avez découvert Johnny? Absolument, depuis le début, puisque j'ai assisté à son concert à l'Olympia en 1962 et j'étais dans les premiers rangs, donc il était pratiquement tout près de moi. Et puis, 1962, c'était un des premiers concerts de Johnny? À l'Olympia, oui. Ah oui? Peut-être c'était son 2e Olympia, quelque chose comme ça. Et José Eisenberg qui a commencé sa première mission en 1965, si je ne me trompe pas. Non, en 62 aussi. Ah aussi? Ah oui, tout à fait. Donc le parallèle est déjà aussi là. Oui, absolument. Et puis moi c'était surtout le premier Johnny dont j'étais fan, mais après il y a aussi de très belles chansons que j'ai moins connues, puisque après j'ai vécu en Israël, mais comme Que je t'aime, enfin c'est... Vous avez suivi quand même sa carrière, ses mariages, ses divorces, etc. Vous avez quand même suivi tout ça de très près. Pas tellement sa carrière, pas tellement sa vie privée, mais enfin, les grandes chansons me sont parvenues, surtout quand l'Internet est arrivé et que donc on pouvait entendre tout ce qu'on voulait. Et donc, oui, allez-y. Et Josie Eisenberg, comment vous l'avez suivi? Alors, je pense qu'il faut que vous disiez, vous avez un site sur Internet du judaïsme alsacien, si je ne me trompe pas. Et Lorrain. Et ça concerne particulièrement José Eisenberg, puisqu'il est né à Strasbourg. Il est né à Strasbourg, oui. Mais lui-même ne se considérait pas vraiment comme un juif alsacien, mais c'est quand même un Strasbourgeois d'origine. D'accord. Alors, un autre point commun, donc, entre les 2 idoles, si on peut dire, c'est ce succès immense qu'ils ont remporté chacun dans leur domaine. Bon, vous avez vu l'enterrement de Johnny, c'était absolument extraordinaire. Tout Paris était dehors. Ouais.
Un grand hommage populaire, oui, tout à fait. Et quant à Josip, il était vraiment le point de référence des Juifs de France. Et quand je dis des Juifs, il était suivi par énormément de personnes qui n'étaient pas juives, qui grâce à lui ont découvert le judaïsme et qui ont même découvert leur propre christianisme, puisqu'enfin ils entendaient parler de religion de façon intéressante. Et donc, c'était vraiment quelque part aussi, on pourrait dire, l'idole du dimanche matin. L'idole du dimanche matin, l'idole des jeunes, l'idole du dimanche matin aussi. Je pense qu'un point commun entre les deux, c'était l'amour qu'ils avaient pour leur métier, pour leur public, que ce soit Johnny Hallyday. Ouais. Si vous analysez les chansons de Johnny, vous vous apercevez du perfectionnisme. C'était un vrai perfectionniste. Il s'adressait à des auteurs du plus haut niveau. Les textes étaient magnifiques. Si vous lisez le texte de la chanson Que je t'aime, ça vaut vrai, là, absolument. C'est un vrai poème. Et quant à Josie, alors, il voulait réaliser seul ses émissions parce qu'il voulait que ça soit parfait. Il était prêt à repasser des heures et des heures, même pendant les dernières années, sur une émission parce que pour lui, ça devait sortir impeccable. Donc tous les deux, c'était des gens qui avaient leur public à cœur, qui voulaient donner le meilleur et sans prendre de raccourcis, quoi. Donc c'est aussi un des points communs. Maintenant, il y a d'autres points communs. L'amour des motos. Vous savez que Johnny avait une grande collection de motos. Et Josie aussi. Ah, ça, on ne savait pas par contre. Enfin, moi, je ne le savais pas. Si, les dernières années, il se déplaçait en moto. La France avec sa moto, il sillonnait Israël, il en a eu plusieurs, des grosses cylindrées. Écoutez, c'est très intéressant de se faire de ce parallèle entre ces deux personnages qui n'ont rien à voir pratiquement. On n'aurait pas imaginé en tout cas faire un parallèle entre Johnny Hallyday et le rabbin José Eisenberg. Pourtant, vous l'avez fait. C'est les circonstances. Et les circonstances aussi de leur mort, chacun était très rapproché. Un dernier point, si vous avez le... Bien sûr. Alors, un dernier point, c'est leur opposition. Ce qui est intéressant, c'est l'opposition Gémeaux-Sagittaire. Johnny, c'était vraiment l'incarnation du signe du Gémeaux, c'est-à-dire qu'il attirait les jeunes, l'idole des jeunes. Enfin, pas seulement les jeunes, les vieux jeunes aussi, mais il y avait cet aspect de jeunesse éternelle. Et Josie, donc, qui était le Sagittaire emblématique, il attirait les religieux, les érudits, les gens qui cherchaient à se cultiver. Et comme il a dit lui-même, je suis un vulgarisateur, c'est-à-dire qu'il a permis à des tas de gens de s'élever intellectuellement et spirituellement. Là, c'est pas un point de comparaison, c'est un point d'opposition, mais c'est aussi intéressant. Très intéressant. Écoutez, merci beaucoup, Barbara. Oui, allez-y, Barbara. Je vous remercie. Je vous remercie, Barbara, d'avoir fait ce rapprochement entre Johnny et Hallyday et le rabbin José Eisenberg. C'était très intéressant et très enrichissant. Merci beaucoup, Barbara, d'avoir participé à notre émission. Et nous terminons ainsi cette émission des auditeurs. On vous donne la parole sur Studio Kalita. C'est tous les mercredis. Donc, si vous aussi vous voulez participer, aucun problème. Vous nous appelez 050 430 80 20. Vous nous laissez un message. Et ensuite, nous vous rappelons et nous vous faisons passer à l'antenne sur Studio Kalita. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita. Merci de votre attention et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Merci beaucoup, bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.